Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à tous et à toutes, catalyseurs du changement, et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore comment remettre l'humain pleinement, consciemment, au cœur des organisations. Alors je suis Johan Darkest, consultant, formateur, explorateur du vivant et catalyseur de transformation humaniste. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cet épisode qui me tient à cœur, cet épisode 3, et nous allons plonger dans un sujet qui est brûlant, le changement de paradigme RH, et vous verrez qu'ils sont nombreux. Et la question qui se pose, c'est pourquoi les anciens modèles craquent de partout, qu'est-ce qui émerge, et comment faire des ressources humaines un levier profond d'évolution humaine, sociale et économique dans les entreprises. Donc on va voir tout ça ensemble dans cet épisode. Alors dans une première partie, que j'ai intitulée le diagnostic d'un modèle RH à bout de souffle. Déjà il faut partir de la base du constat. Donc on ne peut pas parler de transformation sans nommer ce qui dysfonctionne. Aujourd'hui on se rend bien compte que la fonction RH, elle est trop souvent coincée dans un rôle administratif ou de contrôle, au lieu d'incarner un véritable levier stratégique de transformation humaniste. Par exemple, quelques cas rencontrés et symptomatiques que j'ai pu observer durant ma carrière. Un exemple, alors je précise que dans mes podcasts, je nomme pas les entreprises par respect, par confidentialité, ce qui est normal. Voilà, je donne des secteurs et pour avoir posé un cadre, un contexte. Alors pour revenir à ça, donc deux cas que j'ai en tête, c'est un cas de désengagement massif. Dans une PME industrielle, donc de 200 personnes, il y a un cabinet avec qui j'ai travaillé, un cabinet RH, qui observe que plus de 70% des salariés se disent émotionnellement détachés de leur travail. Le management était vertical, les entretiens annuels sont formels, et la QVT, elle se limitait à une corbeille de fruits et un aménagement de la salle de pause, ce qui se fait de manière classique, mais ça se limitait à ça. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait du turnover, des conflits, des micro-conflits ça et là, un absentéisme qui augmentait, et bien évidemment des difficultés à maintenir une performance économique. Puis un autre cas aussi qui est révélateur que j'ai pu rencontrer, c'est une posture d'une DRH avec qui j'ai travaillé, qui se sentait écartelée. Alors écartelée dans le sens où elle travaillait dans un groupe de transport et elle se confiait se sentir à la croisée des injonctions. Donc elle était tiraillée par énormément d'injonctions. Donc faire la prévention santé, répondre aux audits RSE, QSE, gérer les arrêts maladie, automatiser les processus SIRH. Enfin, je pense qu'il y a bon nombre de DRH qui doivent se reconnaître dans tout ça. Mais jamais elle n'avait vraiment le temps pour réellement écouter, accompagner, créer du lien, amener cette dimension, cette fibre sociale, humaniste dans ses activités. Donc ces deux cas, c'est vraiment symptomatique de ce qu'on peut rencontrer dans nombre d'entreprises. C'est révélateur d'un peu des maux de notre société. Alors les points clés qu'il faut retenir, c'est que selon une étude Gallup, une des toutes dernières, il y a une perte de sens des salariés. Et il y en a seulement 6% qui s'engagent réellement, pleinement, avec des chiffres en France. Il y a de plus en plus de burn-out, de bore-out, excusez mon English, donc quiet quitting,
Voilà, une démission silencieuse, ça se fait de plus en plus et ce sont des symptômes systématiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus, monter en croissance, malheureusement. Et on a une disparition progressive de la ligne managériale intermédiaire, c'est-à-dire comment dire, dans dans les strates hiérarchiques, avec on a de plus en plus de centralisation et les managers de proximité ont de moins en moins de latitude. Et ça, c'est important de le prendre en compte. L'hyperinflation des injonctions, donc inclusivité, digitalisation, écologie, performance économique, voilà, il y a des équité, on a des injonctions de partout. Donc ça devient assez oppressant. Alors une citation qui est importante, moi, quand j'ai préparé cette émission qui me venait, c'est quand on ne change pas le système, ce sont les individus qui cassent. Et je trouve qu'elle est assez révélateur de ce qui se passe de manière globale, de manière systémique, avec des différences bien évidemment, en fonction de secteur d'activité, en fonction des pays, en fonction de beaucoup de choses. Mais il y a ce modèle qui est en bout de souffle. Alors fort de ce constat, moi je vous partage ma vision, et je considère que les RH sont comme des architectes, je dirais, du vivant. Voilà. Alors pour moi, les RH de demain, ce ne sont pas plus que des gestionnaires de ressources. C'est important parce que ça fait partie du job et c'est très important d'avoir une approche de gestionnaire, mais ce n'est plus que ça. Et ça, c'est important. Les RH, elles deviennent les architectes du vivant en entreprise, en tissant du lien entre les dimensions individuelles, collectives et systémiques, de manière holistique. Alors moi, le tournant que je propose repose sur une métamorphose du rôle RH. C'est important, à mon sens, d'amener cette métamorphose, de passer de gestionnaire de ressources à accompagnateur de transformation vivante. Ça peut être un peu pompeux comme ça, mais c'est parce qu'on n'est pas rentré dans cette logique-là. Mais moi, je le vois beaucoup comme ça, comme accompagnateur de transformation vivante. Avec plusieurs axes que j'ai pu identifier. Le premier axe, c'est passer de la gestion du personnel à l'éveil des singularités. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, on peut introduire une cartographie des talents atypiques, avec des hypersensibles, des multipotentiels, des neurodivergents, et j'en passe, c'est des meilleurs. Les résultats qu'on peut escompter, et puis que pour certains qui ont pu le mettre en place pour échanger avec eux, c'est que les profils jusque-là isolés sont devenus ressources d'innovation en appui sur des chantiers complexes. Et ça, c'est super important à comprendre, c'est que il y a des pépites qui dorment et avec ces talents atypiques. Et l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'aller chercher ces talents atypiques pour les mettre dans des projets innovants. Parce qu'ils ont certaines facultés, ils ont des handicaps bien évidemment, mais aussi des handicaps permettent d'apporter des compensations en termes de développement de potentiel fort. L'axe 2 que je vois, c'est passer de la santé au travail à la santé globale. On peut par exemple animer des audits et dans ces audits, on se rend compte que ça révèle un fort stress invisible chez les managers, qui est larvé, qui est pas forcément extériorisé, assumé, mais qui est larvé. Eh bien, on peut proposer avec eux, par exemple, de co-construire des séances de cohérence cardiaque, d'espace de dialogue émotionnel. Ça, c'est super important. Mais il faut penser aussi à une sécurisation de cet espace pour qu'ils puissent être à même et envie de le faire. L'intégration, par exemple, d'un praticien en sophrologie, qui est très efficace pour faire baisser justement ce stress et d'être en phase avec ses émotions, de pouvoir être à même de mieux les gérer.
Un autre axe, c'est passer du processus RH à la présence incarnée. Par exemple, dans les entretiens annuels, dans des administrations par exemple, parfois ça peut être vécu comme vide de sens. On peut créer par exemple un rituel de feedback sur la base de la communication non violente et du design humain entre un manager et un collaborateur pour qu'il y ait une évaluation aussi dans les deux sens. Ça permet aussi de travailler sur un changement radical de posture du manager pour améliorer des liens hiérarchiques avec plus une dynamique de collègue à collègue que de dominant à dominé. Je fais très caricatural, mais c'est pour voilà. Ça permet de co-responsabiliser les acteurs et aussi aux managers de se remettre en question au travers du prisme des collaborateurs qu'ils managent. Et ça, c'est important. Souvent, l'évaluation se fait sur le N+1, mais pas sur les N-1 par rapport à un manager. Donc ça, c'est très important. Et puis un autre axe, c'est passer du onboarding au soulboarding. Alors, par exemple, on peut créer un parcours d'intégration sensoriel et symbolique. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est très apprécié pour les entreprises qui le font et ça a des impacts psycho-émotionnels forts. Avec alors un parcours d'intégration sensorielle symbolique, ça peut être un cercle de bienvenue, un carnet de voyage personnel, ou par exemple une boussole de valeur à compléter. Et dès la prise de poste, ça peut être très intéressant parce que on peut amener le collaborateur à s'exprimer sur toutes les dimensions et toute sa perception dans sa globalité du poste. Parce que le poste est son environnement, son lien avec les collègues, etc. Qui puisse exprimer ses valeurs auxquelles son socle de valeurs intrinsèque et voir comment il rentre en résonance avec le socle de valeurs du collectif, de l'entreprise, des collègues avec qui il partage. Voilà. Et ce carnet de voyage personnel, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de faire un témoignage expérientiel de son intégration. Du fameux onboarding. Voilà quelques pistes, quelques axes que je vous propose. Et aussi, ce que je voudrais vous évoquer avec vous, c'est les signaux faibles du nouveau monde RH. Alors, ce que je vous partage là à suivre, c'est pas des utopies, ce sont des tendances déjà visibles. Alors, je vous en donne par exemple 3 qui sont particulièrement puissantes et qui vont jouer un rôle clé dans les changements de paradigme. Le premier, c'est le retour du collectif incarné. Et ça existe de plus en plus dans les entreprises avec, ça se matérialise par des cercles de parole, du co-développement. J'ai pu en bénéficier moi dans mes expériences, c'est super intéressant. Je trouve c'est une grosse plus-value et on travaille entre pairs sur des thématiques qui font sens. On peut s'exprimer sur l'ensemble des dimensions, y compris émotionnelles, par rapport à une situation de travail. C'est très riche d'enseignement. Puis on crée des liens subtils avec les collègues, des liens de partage, des liens de découverte de soi. On va au-delà des fonctions et on apprend à découvrir qui est la personne avant de savoir ce qu'elle fait. Et ça, pour moi, c'est très important. Il y a des rituels de reconnaissance aussi pour valoriser des actions, des objectifs, on célèbre, voilà. On est tourné vers le positif et ça, c'est important. Donc l'entreprise, elle réapprend à faire tribu. L'autre point que je voudrais mentionner, c'est la montée de l'IA, l'intelligence artificielle, et mise en perspective la revalorisation du sens humain. Ça va être un enjeu crucial. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle, elle accélère tout. Pour moi, elle met en avant, elle met en évidence ces facteurs
accélérateur sur nos travers dans les organisations, mais aussi ça pousse les organisations à faire émerger la vraie valeur ajoutée de l'humain là-dedans, et notamment les soft skills, notamment les compétences, le relationnel, toute la dimension de l'être humain dans ses émotions, dans ses talents conscients, dans ses perceptions, dans ses intuitions. Tout ce que la machine n'est pas aujourd'hui capable de faire, ça nous pousse à rebâtir une organisation où on met en valeur et on prend en considération tous ces aspects vertueux de l'être humain. Mais la vraie rareté, demain, ce sera l'intelligence du cœur, la présence et la conscience de soi. Ça, c'est 3 points importants, cruciaux selon moi, qui vont permettre de cohabiter avec l'intelligence artificielle, enfin cohabiter, c'est-à-dire d'apporter cette valeur ajoutée de l'être humain mise en perspective avec l'appui que peut apporter l'intelligence artificielle. Et le dernier point que je vois aussi, c'est l'éthique comme colonne vertébrale. Ça, c'est fondamental. La raison d'être, l'entreprise à mission, la transparence, l'éthique énergétique et sociale. En fait, les RH, elles vont devenir, et elles deviennent déjà, les gardiennes du pacte de cohérence par rapport à cette dimension de l'éthique. Et tout ça dans une vision holistique et systémique. On voit bien que, vous voyez, on est loin de l'aspect uniquement gestionnaire administratif. On est face à un renforcement et une stratégique du rôle des RH dans l'accompagnement à ces changements de paradigme sociétaux. Donc c'est super important. Alors, on va parler de pistes concrètes pour activer ce changement. On pourrait se dire, on fait quoi avec tout ça? Alors voici quelques leviers moi concrets que j'ai pu identifier, que je propose, et qui se situent à la frontière de la science, de la psychologie, de l'énergétique et je dirais aussi de la stratégie d'entreprise. Donc j'ai pu en tester quelques-uns avec des résultats très probants et d'autres pas encore, mais que j'aimerais tester. Et tout ça, je le soumets à votre réflexion. Alors déjà, premier point, ça pourrait être faire un audit de conscience managériale, avec le niveau d'alignement entre la posture, les décisions et les valeurs RH au plus haut niveau et aussi dans les lignes managériales intermédiaires. J'aimerais aussi, c'est une piste, mais que j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est d'apporter un baromètre QVCT vivant. Il y a de plus en plus de baromètres QVCT qui existent, mais ils n'intègrent pas tous ou très peu les ressentis corporels, émotionnels et énergétiques des collaborateurs. Ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin et ça permettrait de détecter ces signaux faibles. Et ça, les dimensions de l'émotion, des problèmes corporels et énergétiques sont mis souvent à côté, alors qu'en fait un être humain est composé de manière systémique, avec un ensemble, et pas que avec une dimension aussi émotionnelle et énergétique. Donc c'est important de le prendre en compte. Ça permettrait d'anticiper des changements, des signaux faibles et de pouvoir être proactif dans la proposition d'actions concrètes. L'autre point, c'est la formation des managers à la posture d'alignement et de présence. On commence à le voir un petit peu, mais c'est pas encore entré dans les mœurs. Les managers ont des rôles clés pas faciles du tout, surtout dans ces contextes-là qu'on vient d'évoquer. Donc c'est vraiment crucial de les accompagner, de faire du training avec eux, de les outiller pour amener cette dimension de cette posture d'alignement et de présence. L'autre point aussi que je vois, c'est l'intégration d'une approche psycho-énergétique dans les dispositifs QVCT. Voilà, ça rejoint un peu le baromètre QVCT vivant, mais l'approche psycho-énergétique est très importante et donc d'où l'intérêt de travailler avec des pairs, des synergies d'experts, avec des psychologues bien évidemment, mais avec des sophrologues, avec
des experts de la connaissance de soi. En fait, on a différents outils, y compris sur une approche énergétique, pour arriver à avoir des espaces de ressourcement, de récupération active, calés sur la chronobiologie aussi de chacun. C'est prendre en compte toute cette vision holistique de l'être humain. L'autre point aussi, c'est la cartographie du capital humain invisible, avec notamment les talents atypiques. J'en ai parlé précédemment, mais c'est rentré dans cette donnée-là. On parle beaucoup de GEPP dans la gestion des prévisions des emplois et des compétences, la GEPC aussi, GPMC, enfin il y a plein de termes. Mais c'est important d'aller chercher ces talents atypiques, parce que on peut avoir des belles surprises, et ça permet en fait de plus en plus de se centrer vers la plus-value de l'être humain, versus ce que va prendre en charge l'IA en termes de réalisation technique et de tâches administratives. Voilà. Et puis ça permet aussi d'aller chercher des potentiels d'épanouissement chez les collaborateurs, parce qu'ils peuvent avoir des potentiels inconscients qui n'ont pas la loisir en fait de mettre à profit dans un projet, dans une organisation, et qu'ils voudraient mettre à profit pour se sentir encore plus valorisés, encore plus utiles avec toute leur globalité. Puis des ateliers décoder mon design RH. Ça peut être intéressant d'allier le design humain, empreinte émotionnelle et motivation inconsciente. Voilà, il y a des outils de connaissance de soi qui sont super intéressants. Certains collaborateurs le testent par ailleurs hors cadre entreprise, et ça peut être très intéressant à mettre en évidence et puis à étudier. Voilà. Moi, pour avoir été formé au design humain, c'est un outil très intéressant. J'en parlerai dans la prochaine émission, prochain podcast, pour vous expliquer en quoi cet outil peut être intéressant, comme d'autres, dans le cadre de l'entreprise. Puis des cercles d'éveil professionnel, à la croisée du coaching, de la conscience et du leadership. De plus en plus de collaborateurs s'intéressent à une dimension beaucoup plus globale. Certains parleront d'éveil de conscience ou d'autres même de spiritualité, voilà, qui est un mot qui est très galvaudé. Je ferai une émission aussi là-dessus, où j'inviterai différentes personnes qui parleront de leadership spirituel, voilà, qui ont pu, des dirigeants d'entreprise qui ont pu initier ça dans leur entreprise. Et bien évidemment, vous verrez, c'est déconnecté du religieux. Il y a une distinction qui est claire et qui est faite, mais vous verrez l'apport que ça peut avoir. Donc des cercles d'éveil professionnel, ça peut être intéressant. Et puis des rituels de transition professionnelle, pour marquer les fins et les recommencements. La vie d'une entreprise est faite de cycles, avec des hauts, des bas, des fins et des renouveaux, comme des départs, des fusions, ou des burn-out pour certains qui en font, des prises de poste. Donc c'est très important de marquer ces rituels, parce que c'est des approches subtiles qui ont beaucoup d'impact pour les collaborateurs. C'est tout sauf anodin, et ça permet de montrer qu'il y a une prise en considération de l'être humain au-delà de la fonction du poste. Et ça, c'est pour les entreprises qui ont mis en place et systématisé ça, ça a énormément aidé à maintenir un engagement des collaborateurs. Donc j'arrive vers la fin de cette émission, puis je vais faire une petite conclusion. Alors vous l'avez compris, on peut plus continuer comme avant, c'est plus possible. Les RH ne sont pas là pour gérer l'humain, mais pour révéler l'humain, et ça c'est important. C'est la vraie pour moi dimension du RH, là où il y a la plus forte valeur ajoutée. Et tout ça pour faire émerger un capital vivant, conscient et aligné aux valeurs individuelles et collectives. Alors ce que je vous propose ici, ce n'est pas une mode, c'est une mutation profonde du regard sur l'humain au travail. C'est ça dont on parle. Voilà, et vraiment une mutation profonde de ce regard, le rapport au travail. Voilà. Et les RH ne doivent plus porter le poids du système,
mais pouvoir se dégager de ce poids du système pour pouvoir insuffler une vibration nouvelle dans l'entreprise. C'est leur rôle, c'est le leadership humain, voilà, ce capital humain 3.0. Donc si vous êtes DRH, manager, dirigeant, responsable RSE aussi, ou responsable QVCT, mais vous êtes appelé à incarner cette mutation de près ou de loin, et vous avez un rôle très important, vraiment. Et moi je m'inscris dans ce rôle-là, et je prends énormément de plaisir à participer, à être co-créateur de ces projets de transformation dans mes expériences professionnelles. Donc si ça vous inspire, partagez cet épisode, pourquoi pas venez m'en parler sur LinkedIn, et surtout osez co-créer, osez ressentir, osez ralentir pour mieux semer. C'est la politique de l'escargot. C'est important de prendre ce temps, ralentir, réfléchir, structurer, co-créer, créer ces dynamiques collectives qui sont des fondations pour mieux bâtir une entreprise de demain. Voilà. C'est ma vision. Donc abonnez-vous, notez, partagez et puis surtout rejoignez la communauté des catalyseurs du vivant professionnel. Donc je m'appelle Johan Darkest et j'ai été très heureux de partager avec vous cet épisode, et puis je vous retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes à venir avec des interviews, des experts et puis d'autres visions innovantes sur le domaine de l'entreprise. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.